Bonsoir. Vivement le 22 septembre prochain pour qu'on sache enfin qui des tenants de la loi et de l'ordre ou des auteurs de l'appel à l'insurrection et au renversement des institutions remportera le bras de fer engagé par les deux partis qui dure tout de même depuis quelques semaines maintenant. En attendant, les toutes premières élections des conseils régionaux se préparent dans les états-majors des partis politiques, à Elections Cameroun, et aussi au sein des administrations impliquées dans le processus qui va conduire au 6 décembre 2020, jour du scrutin, qui va se dérouler dans tous les chefs-lieux de département de la République. Sur le plateau d'actualité hebdo ce soir, Jean-Jacques Ekindi, homme politique bien connu, ancien coordonnateur national du MP, le mouvement progressiste, parti politique qu'il a créé au début des années 1990. Jean-Jacques Ekindi est aujourd'hui, depuis 7 mois en tout cas, simple militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, après avoir quitté le parti qu'il a fondé. Jean-Jacques Ekindi, bonsoir. Bonsoir Ibrahim, bonsoir chers téléspectateurs. Est-ce que vous comprenez la levée de bouclier suite à l'appel à l'insurrection lancé par le MRC et ses alliés? Comprendre la levée de bouclier, je crois que c'est un signe relativement fort parce que une insurrection ne se fait jamais seule. Et tous ceux qui sont des adeptes de l'insurrection veulent s'assurer si une partie importante des populations la suivent ou s'il y en a peu qui la suivent. Et s'il y a une levée de bouclier contre l'insurrection, ça signifie qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour réellement s'investir dans ce type d'action. Mais il y a quelque chose qui me frappe dans cette situation. Nous avons une insurrection dans le nord-ouest et le sud-ouest. Des Camerounais meurent, des biens sont détruits, etc. Et je crois savoir que ceux qui ont appelé à l'insurrection demandent que le gouvernement résolve rapidement la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Alors comment peut-on imaginer de soigner une insurrection par une autre insurrection? C'est un peu compliqué. Oui. Comment peut-on imaginer que le Cameroun a déjà fort à faire pour réduire l'insurrection du nord et du sud-ouest et on nous propose maintenant de faire une insurrection générale qui toucherait l'ensemble du Cameroun. Non seulement c'est compliqué, mais c'est insensé. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut d'abord qu'on se consacre à régler sérieusement les problèmes que nous avons. Pour vous, le 22 septembre, c'est même pas peur? Non. Vous savez, une insurrection n'est pas une question d'une volonté individuelle ou d'une volonté d'un groupe. Et d'ailleurs, personne ne peut commander l'insurrection. Les plus habiles se mettent à la tête de l'insurrection une fois qu'elle s'est déclenchée. Mais on n'a jamais vu dans l'histoire quelqu'un se lever et dire « je vous appelle à l'insurrection » et tout d'un coup, les gens sortir de partout pour faire l'insurrection. Ils espèrent que ça pourrait être une espèce de catalyseur. Mais la catalyse ne se fait que dans des composantes qui sont préparées, dans des combustibles qui effectivement sont compatibles. Je n'ai vu aucun État insurrectionnel à l'horizon, donc je ne crois pas. Mais pour vous, comment est-ce que vous expliquez le fait que le MRC soit dans cette plus ou moins logique-là depuis un certain temps, quand même, depuis 2018 pratiquement, il ne se passe pas de mois ou de semestre ou de trimestre sans qu'il y ait un appel de ce genre-là, insurrection, désobéissance, etc., etc. Je serai très bref, parce que ma manière de conduire la politique ne consiste pas à me focaliser sur des gens qui font ce qu'ils peuvent. Mais ce que je constate, c'est qu'au niveau de la marche des institutions, au niveau de la désignation des responsables politiques, toutes ces activités du MRC n'ont pas d'impact. Si elles avaient un impact, il y aurait lieu de s'en inquiéter. Mais elles ressemblent à des opinions, à des volontés, à des déclarations. Mais l'impact réel, on n'en voit pas. C'est vrai que les élections de février 2020 ont connu un fort taux d'abstention. Mais je doute fort que ce soit parce que précisément le MRC avait appelé à l'abstention. Je crois que les Camerounais, pour des raisons qui leur sont propres, n'ont pas réagi. D'une manière générale, on ne vote pas beaucoup au Cameroun. Voilà. C'est pour ça que je ne pense pas que ce soit la position prise par le MRC qui a impacté ce taux de participation. Alors, cela dit, pour revenir à votre question, le MRC peut-être a-t-il besoin de vivre, de se distinguer, d'apparaître dans les médias, de créer les buzz, etc. Mais politiquement, je ne vois pas. Et je vois d'autant moins qu'une insurrection, c'est pas politique. Une insurrection, ça porte atteinte à l'ordre constitutionnel, à l'ordre républicain, à l'ordre social, à l'ordre public.
Mais ce n'est pas la politique. La politique, c'est l'art de gouverner la cité. Alors, c'est pour ça que nous qui sommes des politiques, nous voyons cela de loin en loin. Dès lors que ça ne peut pas perturber sérieusement l'ordre public, bon, c'est peut-être à la police et aux médias peut-être de s'en occuper. Mais nous, le politique, nous ne sommes pas tellement concernés. Le gouvernement, il est dans son droit de dire « je ne laisserai pas faire ». Mais il est dans son droit, il est dans l'obligation de le dire. Parce que si vous enclenchez une insurrection, vous mettez fondamentalement en cause l'ordre constitutionnel, l'ordre républicain, l'ordre démocratique et l'ordre public. Et le gouvernement a le devoir de maintenir ces ordres. Vous ne pouvez pas, dans un pays organisé, venir perturber le fonctionnement et la marche des choses. Le gouvernement il nous doit ça à nous, citoyens. Nous nous confions à lui, nous nous en remettons à lui, nous lui payons des impôts pour qu'il nous préserve l'ordre dans lequel nous projetons nos activités, nos plans, etc. C'est pour ça qu'il est non seulement dans l'obligation, mais il a le devoir, c'est son devoir, de préserver ces ordres-là, de préserver les citoyens, les hommes, les biens, les infrastructures. Et s'il y en a qui veulent leur porter atteinte, il doit à tout prix les en empêcher pour que les Camerounais continuent leur vie. Jean-Jacques Ekindi, merci de répondre ainsi à nos questions. Vous répondrez aussi tout à l'heure aux questions des internautes. Actualité hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève. La classe politique, elle appelle à l'insurrection et au renversement des institutions. La synthèse est de Franck Evina. Séverin Alégambélé et Rodrigue Bertrand Tueno vont signer la semaine politique et sociale entre les préparatifs des régionales, la lutte contre la pandémie du coronavirus et les préparatifs de la rentrée scolaire. Il y a matière à écrire. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Actualité hebdo. Notre invité ce soir, Jean-Jacques Ekindi, nouveau militant ou ancien nouveau militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Certains ont dit ex-chasseur de lions. Ça vous va également ? Ça me va parfaitement. Puis jusqu'à présent, seul le président de la République a été vu sous cet aspect-là. Donc s'il n'y a plus de lions, et que moi je suis dans le même camp que le lion, il n'y a plus lieu d'organiser la chasse. La suite de l'émission, c'est dans un tout petit instant. À tout de suite. Jean-Jacques Ekindi, on dit pas de paix dans le Nord-Ouest, pas d'élection régionale. C'est le point de vue de ceux qui appellent, si j'ose dire, à l'insurrection. Est-ce que ce n'est pas une posture démagogique? Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, non, c'est essentiellement, non seulement c'est démagogique, mais lorsque l'on se livre à la démagogie, on attend des bénéfices, on espère convaincre les gens sur des arguments spécieux comme des sophistes. Mais dans le cas d'espèce, je ne vois pas très bien à quoi tout ça arrive. D'abord parce que ceux qui le déclarent sont dans l'incapacité d'empêcher les élections. C'est clair, il y a eu des élections présidentielles qui ont eu lieu. On a dit oui, mais c'est parce qu'il y avait un seul candidat, etc. Il y a eu la double élection législative municipale, elle a eu lieu. Maintenant, il y a des élections régionales qui, elles, sont organisées sur un critère de sens censitaire. Autrement dit, ce n'est pas tous les suffrages indirects. Suffrages indirects. On compte peut-être qu'il y a 200 ou 300 ou 400 conseils municipaux dans le nord ou le sud-ouest, je ne sais pas, qui seront rassemblés quelque part et qui vont voter. Comment est-ce que ceux qui le prétendent peuvent empêcher cela? Alors, pourquoi le font-ils? Moi, je me dis encore que c'est certainement... les gens ont tellement perdu pied sur le terrain politique qu'il faut bien, pour qu'ils ne soient pas oubliés, qu'on fasse du buzz, qu'ils soient toujours présents sur la scène, parce que ça va très vite. Nous sommes dans une société très médiatisée, donc quand on ne vous voit pas, on vous oublie rapidement. On est submergé par d'autres... Est-ce qu'il y a une grosse différence avec l'opposition des années 1990? Vous étiez dans l'opposition à ce temps-là. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, vous faites des comparaisons? Je ne fais pas de comparaison, mais il y a une énorme différence. Il y a une énorme différence. Je voudrais vous rappeler qu'en dans les années 90, lorsque les élections ont eu lieu en 92, l'élection présidentielle, l'opposition a eu plus de 60% des suffrages, tandis que le parti au pouvoir et son candidat ont eu moins de 40%. Ça n'a rien à voir avec la situation actuelle où... C'était plus serré. Non seulement c'était plus serré, mais l'opposition était du point de vue de l'opinion en tête.
60%, c'est supérieur à 40%. Maintenant, non seulement l'opposition a perdu ce leadership, mais il traîne complètement derrière dans les scrutins. Tout au plus, là, il y a eu Kamteke qui a eu 15%, l'année d'avant, Fondi avait peut-être 10 ou 11%, etc. Ça signifie que la donne a complètement changé. Les motifs de ce changement, je crois que ce n'est pas le lieu ici d'en parler, mais d'abord, il faut faire ce constat-là. Et dès lors, l'opposition doit redéfinir sa stratégie, pour autant qu'elle puisse le définir. Mais, encore une fois, évitons d'être prisonniers des catégorisations. Parce que quand on dit l'opposition, c'est quoi? C'est un grand mot. Oui, c'est un grand mot. Or, en réalité, comme aussi bien Héraclite d'Éphèse ou essentiellement Hegel l'ont dit, l'évolution, c'est l'harmonisation des contraires. Autrement dit, pour qu'une société fonctionne bien, il faut un pouvoir et il faut une opposition. Et il faut que ce soit dans les mêmes ordres de grandeur. Et nous sommes persuadés qu'au Cameroun, c'est la même chose. Seulement, ceux qui se présentent comme opposition n'ont pas capté l'opposition réelle, celle qui, dans la société où nous vivons, estime que les choses vont plutôt bien, celle qui estime que les choses plutôt mal vont plutôt Ici, on devrait dire plutôt les oppositions. Non, à mon avis, même l'opposition est surfaite. Il faut qu'il y ait une représentation sociale qui soit crédible dans le jeu. Le pouvoir doit avoir face à lui une opposition avec laquelle elle débat de l'avenir de ce pays. Or, il se trouve que cette opposition n'est pas représentée. Quand vous voyez les scores que les partis d'opposition font, ils sont tout petits. Ça ne veut pas dire que la société camerounaise est devenue absolument uniforme derrière le parti au pouvoir, mais ça veut dire que le parti au pouvoir a su, lui, capitaliser et faire fonctionner par différentes méthodes ceux à partir desquels il se réclame, alors que les autres n'ont pas capté ceux qui sont dans l'opposition. Et je crois du reste que c'est en partant de là que certains croient que la politique ne peut plus jouer son rôle, mais qu'il faut aller dans l'insurrection. Parce que incapable de mobiliser les populations pour être véritablement représentatives dans les institutions, peut-être qu'en misant sur l'insurrection, j'arriverai par une manière ou d'une manière ou d'une autre à me reconstituer et à apparaître dans le jeu politique comme une vraie force d'opposition. Jean-Jacques Ekindi, je vous propose d'autres réactions. Nous faisons un peu le tour de ce que la rédaction nous a proposé ce soir. C'est la classe politique à la suite donc de cet appel à l'insurrection. C'est une synthèse de Franck Evina. Il s'insurge contre l'insurrection. Dans ses visées anticonstitutionnelles, le mouvement pour la renaissance du Cameroun voit naître un tonnerre de condamnation au sein de la classe politique. Certains dénoncent des méthodes politiciennes primitives. Prendre des raccourcis antidémocratiques, antinationalistes pour accéder au pouvoir, c'est emprunter des méthodes primitives. L'intérêt général au Cameroun est garanti et est représenté par l'État, à la tête duquel se trouve le chef de l'État du Cameroun, son excellence Paul Biya, qui a été élu par les Camerounais en 2018. Les femmes de mort humaine et politique se sont levées spontanément pour barrer la voie au mot d'ordre de violence et d'insurrection portés par certains partis à des fins de déstabilisation et dans le seul but de freiner la marche irréversible du Cameroun vers la décentralisation. D'autres leaders politiques disent un non radical à la manipulation du peuple souverain. Celui-là qui, par la voie des urnes, a donné toute la légitimité à celui qui incarne les institutions républicaines, le président Paul Biya. Nous condamnons fermement ces appels à la rébellion et à l'insurrection. Parce qu'on ne peut pas opérer une marche pacifique alors qu'on demande formellement le départ du président de la République élu démocratiquement avec une majorité confortable. Et vous le savez, ce résultat a été validé par le Conseil constitutionnel. Je voudrais dire à mon partenaire patron, le président de la République, s'il est assis là où il est, c'est par la volonté de Dieu qui s'est manifesté à travers le peuple camerounais, qui, de manière incontestable, lui a confié la direction de cette très grande et de cette très belle nation. Vous dire qu'on va renverser les institutions, c'est dire qu'on veut renverser le peuple camerounais dans son choix. On n'a pas besoin de rentrer dans la barbarie et la sauvagerie pour accéder
a étudié. Et les Camerounais ne sont pas des moutons de panurge. Je demande aux Camerounais d'ignorer totalement ces mots d'ordre. Barbarie politique, manœuvre déloyale, les partis politiques du G20 rejettent une démarche antidémocratique et convoquent la légalité républicaine. Puni d'un emprisonnement de 10 à 20 ans, celui qui, dans un mouvement insurrectionnel, vous avez vu qu'un mouvement insurrectionnel, ce n'est pas prévu, ça dit que c'est spontané. Alors que celui-ci, celui de 22, est prévu, la date est arrêtée à l'avance. Ce que les gens planifient pour le 22, c'est une révolution. Il faut aujourd'hui une mobilisation de tous les patriotes républicains pour contrecarrer l'action des leaders politiques qui veulent déstabiliser notre pays. Les divergences d'opinion doivent ainsi se taire quand la stabilité des institutions est menacée. C'est l'occasion pour moi d'appeler tous les Camerounais à ne pas suivre les mots d'ordre qui émanent des impénitents du mal. Nous disons à tous les militants du RDPC, à tous les citoyens du Cameroun, de ne pas écouter les sirènes de l'apocalypse et de rester fidèles à notre devise. Paix, travail, patrie. Nous voulons la paix, nous travaillons pour le progrès de notre patrie. Nous voulons certes demeurer des porteurs et des promoteurs du dialogue et de la réconciliation, des partisans acharnés de la paix avec tous, par tous et pour tous. La classe politique est donc vent debout contre ceux qui veulent fouler aux pieds la Constitution et les institutions. Jean-Jacques Ekindi, un mot encore sur ces appels à l'insurrection. Est-ce que finalement, il ne s'avère pas que c'est un peu du pain béni pour le pouvoir? C'est-à-dire qu'on lui permette effectivement de montrer du doigt celui qui appelle au désordre? On pourrait le voir ainsi. Néanmoins, quand on gère de manière très attentive le pouvoir, personne ne sait de quoi demain sera fait. Absolument. Nous pouvons penser parfaitement, par des analyses logiques, historiques, etc., qu'il n'y aura rien. Mais si d'aventure il y a quelque chose, et s'il y a des conséquences, toute la faute retombera sur le pouvoir. C'est pour ça qu'il vaut mieux trop en faire que de ne pas en faire assez. Moi, je ne condamnerai pas le pouvoir d'avoir fait. Si cette mobilisation des forces de maintien de l'ordre n'a rencontré aucune velléité insurrectionnelle, très bien, tant mieux, tout à sauf. Mais si jamais il y a des velléités de l'autre côté pour que l'insurrection puisse avoir un début d'exécution, il n'est pas bon qu'on reproche au pouvoir, l'ayant su, de n'avoir pris aucune disposition pour que ces choses-là ne se passent pas. Appel à l'insurrection, au même moment, le Cameroun, lui, il s'apprête à aller donc aux élections régionales pour l'élection des conseils ou des conseillers régionaux. Vous dites que les régionales permettent finalement, comme tout le monde le dit d'ailleurs, que le fameux processus de décentralisation au Cameroun atteigne vraiment son but et son terme. Oui. C'est ça l'objectif. En réalité, nous avons connu des périodes très difficiles, notamment les années de Braise, où vous vous souvenez de l'appel à la conférence nationale souveraine. Nous avons toujours été de ceux qui pensent qu'une structuration fédérale serait meilleure pour le Cameroun. Donc il y a ce débat qui est toujours présent. Ceux qui détenaient le pouvoir à l'époque ont jugé que le fédéralisme ne convenait pas, mais néanmoins, il fallait desserrer les taux et il fallait plutôt décentraliser. Et dans le processus de décentralisation, il y a 3 étages principaux. Il y a l'étage supérieur, qui est l'État central, gouvernement, président de la République, institutions, etc. Il y a de l'autre côté les communes, les collectivités locales décentralisées. Il manque le maillon intermédiaire, les régions. Des régions. Donc on ne pourra avoir une décentralisation digne de ce nom que lorsque ces 3 niveaux
sont remplis adéquatement. Donc c'est important d'aller aux élections. C'est très important d'aller aux élections. Sinon, il n'y aura pas de décentralisation. Regardez ce qui a été fait jusqu'ici. On a fait une dotation générale à la décentralisation de quelques milliards pour 360 communes sur un budget de 5 000 milliards. C'est rien du tout. Ça veut rien dire du tout. Par contre, une fois qu'on va faire la région, le débat va s'engager de la manière la plus sérieuse. Et cette étape intermédiaire, cette région, en dehors du président de la République, du président de l'Assemblée, du président du Sénat et de 60% de chacune des chambres, de 30% chacune des chambres, seules les régions ont la capacité juridique de saisir le Conseil constitutionnel. C'est dire à quel niveau il se trouve. Autrement dit, lorsqu'il y a un conflit avec l'État, la région a la capacité de saisir le Conseil pour dire « venez nous régler ». Dise le droit. Voilà, venez dire le droit. Toutes les autres institutions n'ont pas ces capacités-là. Ça prouve que les régions sont vraiment importantes. Ensuite, les régions ont une interface de grande qualité qui doit s'établir avec le gouvernement et une interface avec les communes. Donc je crois que c'était un maillon très important qui manquait et le combler est absolument important. Maintenant, il reste à s'assurer de la qualité de ceux qui vont conduire. Justement, vous sortez de Douala, d'ailleurs, dans la région du littoral. Oui. Est-ce que vous sentez un frémissement au niveau de Douala, tout parti confondu, sur le fait qu'il faut aller à ces élections pour que les choses puissent bouger dans ce domaine-là? Quand vous dites tout parti confondu, c'est un peu un sophisme. Parce que, en fait, à Douala, comme dans 99% des régions, c'est le RDPC. Bon, votre parti? Non, oui, mon parti. Oui. Mon parti. Mais tous les autres partis, ce seront des amuseurs. Pourquoi? Parce que, si on prend le cas de Douala, qui est similaire à beaucoup de régions, Douala a 270 conseils municipaux. Donc le collège électoral est constitué par 270 personnes. Le RDPC a 218 conseils municipaux. Pour avoir la majorité absolue, il faut simplement 135 conseillers qui votent pour la liste RDPC. Donc les jeux sont faits à Douala. Mais pas seulement à Douala. Partout. Mais écoutez, donnez-moi une région où le RDPC n'a pas la majorité absolue. C'est un scrutin régional. On va compter les conseillers municipaux de toute la région. Et là-dessus, le RDPC y règne à maître. Donc il aura la majorité absolue dans ces conseils régionaux. Alors, une fois que cela est fait, comme notre système électoral n'autorise pas le panachage. Autrement dit, le RDPC ne peut pas se permettre de prendre des candidats d'autres partis pour les mettre dans sa liste. Il ne prendra que des candidats du RDPC. Donc, c'est pour ça qu'il a un rôle historique. Parce que si il rate ce virage, ce sera sa responsabilité. Il ne s'agira pas de dire oui, mais il y a des gens qui, ou l'opinion. Non, le RDPC a absolument toutes les cartes en main et nous ne pourrons que espérer que mon parti va faire tout ce qu'il pourra pour que les régions soient véritablement bien dirigées et qu'elles permettent le décollage du Cameroun à travers la décentralisation. Et vous-même, à titre personnel, vous êtes intéressé par les régions? Oui, à titre personnel, j'étais intéressé. Je voulais bien présenter ma candidature. J'avais même préparé mes dossiers. Mais il y a une note du comité central signée par le... Pas de cumul? Oui, non, c'est pas comme ça qu'on l'a mis. Parce que, quand même, conseiller municipal... Vous êtes conseiller municipal? Je ne suis que conseiller municipal. Et la note dit les conseillers municipaux ne sont pas admis à se présenter à ces élections. Au prétexte qu'il faut laisser aussi les autres militants qui n'ont aucune charge, aucun poste électif, aller à ces élections-là. Mais je trouve que, c'est une décision qui, si j'avais été convié au débat sur cette circulaire, j'aurais essayé de démontrer à mes camarades que ce n'est pas une bonne chose. Parce que le Cameroun, ce qu'il cherche, comme nous venons de le voir, c'est des institutions capables de jouer le rôle qui est attendu. Et non pas essentiellement la distribution des postes pour en donner à ceux qui n'en ont pas. A besoin d'institutions fortes. Voilà. Et l'institution forte, ce n'est pas en distribuant les postes à ceux qui n'en ont pas qu'on est assuré qu'on l'aura. Mais ce qu'il se dit également, c'est que vous êtes revenu au RDPC justement parce que vous cherchiez, ou on vous aurait promis quelque chose au niveau des régions, justement. Non, je rigole parce que... Vous n'avez reçu aucune promesse? Non, mais je l'ai toujours dit. J'ai pris
mes décisions souveraines avec mon parti, je les ai justifiées et maintenant je suis militant de base. Si j'allais à la compétition, j'y serais allé en tant que militant du RDPC. Bon, quand je trouve une difficulté, je ne peux pas la surmonter. Si j'avais eu une promesse, j'aurais agi sur ceux qui m'ont promis. Et je leur aurais dit, il y a mal donne, on avait un contrat, vous m'aviez promis quelque chose, moi j'ai donné, je ne reçois rien en retour. Mais comme je n'ai aucune promesse, parce que je n'ai rien négocié, je suis militant de base, c'est tout. Ma candidature est disqualifiée, j'en prends acte. Et je continue mon travail, mon militantisme au sein du RDPC. Deuxième halte dans cette émission pour parler de notre semaine politique, à proprement parler, la semaine politique de Séverin Allais Gambélé, avec en bonne place les préparatifs des élections régionales de décembre prochain. Voici Séverin Allais Gambélé. L'élection des conseillers régionaux occupe toujours les devants de la scène politique. La convocation des collèges électoraux le 6 décembre prochain par le président de la République concentre l'attention de tous les acteurs du processus électoral. À Elections Cameroun, par exemple, s'est tenue la toute première session de plein droit du Conseil électoral en vue de ce scrutin d'un type particulier. Entre autres sujets abordés, la méthodologie de validation des candidatures. Les membres viennent de sortir fraîchement du terrain. Ils ont évalué la situation sur le terrain et l'état des préparatifs. En ce moment, l'état d'esprit est bon. Nous sommes là pour affiner les derniers réglages en vue d'attendre les dossiers qui vont nous parvenir dans quelques jours. Au sein des formations politiques, l'heure est aux investitures suivant le décret présidentiel fixant le nombre de candidats par département et par catégorie. Un sujet digne d'intérêt compte tenu de l'engouement qu'il suscite sur le terrain. Un intérêt comparable à la réaction des forces vives enregistrée au lendemain de l'appel aux mouvements sociaux lancé par certains regroupements à caractère politique. Réunis à cet effet à Yaoundé, les chefs traditionnels du Mfundi ont exprimé leur sentiment de colère face à une démarche qui heurte la conscience morale. Le chef traditionnel a pour mission de préserver la paix, afin que le phénomène de l'unité dont parle le président de la République soit raffermi. Donc, il est clair pour nous que parler d'insurrection ne se fait pas entendre. Même indignation au sein du G20, le regroupement des partis politiques ayant soutenu la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Le message principal est celui de botter en touche l'appel à l'insurrection que promet d'autres partis politiques. De son côté, l'administration territoriale, agent de l'État dans le processus électoral, a pris des mesures pour prévenir les troubles à l'ordre public. Dans la plupart des régions, les gouverneurs ont signé des décisions interdisant les manifestations publiques non autorisées. Il nous est revenu que certains responsables des partis politiques en perte de vitesse ont lancé des mots d'ordre irresponsables en posant des préalables pour la tenue de l'élection des conseillers régionaux. Aucun écart de comportement ne sera toléré de quelque parti politique que ce soit et de qui que ce soit. Au-delà du contexte de préparation de l'élection des conseillers régionaux, le Cameroun a consolidé encore cette semaine sa place de contributeur important dans les opérations de maintien de la paix. Le mardi 15 septembre à Mocheboum, dans l'est du pays, le ministre de la Défense, Joseph Betty-Assomon, a procédé à la remise des étendards au casque bleu camerounais de la MINUSCA, appelé à se déployer en République centrafricaine. Un effectif de plus de 1000 personnes comprenant des militaires, gendarmes, observateurs militaires et des policiers. Retour sur ce plateau avec notre invité Jean-Jacques Ekindi. Alors, le débat sur les régionales nous ramène et fait ressurgir, si j'ose dire, un autre débat qui est courant au Cameroun, c'est le débat sur la place et des allogènes et des autochtones. Vous sortez de Douala, c'est même encore plus criard là-bas. Qu'est-ce que vous en dites exactement? Mais moi, j'en dis que les gens introduisent des faux débats. Des faux débats. Nous avons eu à Douala, dimanche dernier, les 6 chefs traditionnels de premier degré du Vouri ont convié les élites de Douala, autochtones, à une réunion par rapport à l'élection régionale. Alors, la question était de savoir, est-ce que eux, dans leur
déclaration ou dans leur saisine des instances chargées de prendre des décisions à ce sujet, ils vont demander que les décideurs tiennent compte du fait qu'il faut 100% d'autochtones dans les régionales du Vori, ou bien ici, il faut essayer de faire une espèce de combinaison où on laisse tenir également compte des autres entités socio-ethniques. Voilà. Alors le débat était assez ouvert. Moi, j'ai pris la parole à cette occasion et je leur ai dit la chose suivante. Il ne faut pas confondre. Il y a les chefs traditionnels, chefs de communauté, et il y a les politiques. Chacun a son rôle à jouer. Les chefs traditionnels, chefs politiques, communauté, demandent 100%. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de décision sur ça. Par contre, les politiques, quand ils sont dans leurs instances politiques, tiennent compte de tous les desiderata exprimés par les uns et les autres. Certains de ces desiderata peuvent être vocaux, les communautés disent « moi, je veux 100%. Certains peuvent être muets. Par exemple, il n'est pas évident que les handicapés prennent la parole pour faire une déclaration parce qu'ils veulent les handicapés. Mais le politique, doit pouvoir intégrer et tenir compte de tous ces éléments-là. Et je leur ai donné l'exemple d'une maman dans un ménage polygame. Une maman dans le ménage polygame demande 100%. Mais le père de famille, il sait comment contrôler ces affaires-là. Et l'unité est ainsi faite. Mais quand les uns veulent jouer le rôle des autres, c'est à ce moment-là qu'il y a problème. Soit les politiques qui veulent jouer le rôle de chef communautaire, avec tout ce que ça comporte comme radicalité, comme exclusivité, comme éventuellement, entre guillemets, tribalisme. Ce n'est pas leur rôle. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'à la faveur des régionales, ça remonte encore à la surface, ce débat, cette opposition entre autochtones et allogènes? Mais ça remonte automatiquement à la surface pour une autre raison. L'autre raison, c'est en réalité les seigneurs de la terre. Chaque communauté, surtout si elle a vécu une longue période, est seigneur de sa terre. Le fait qu'elle soit à un moment ou à un autre submergée par, entre guillemets, les allogènes ou les gens venant de l'extérieur, ne signifie pas que la légitimité d'appartenance de cette terre reste la sienne. Cela signifie que, au niveau notamment des Nations Unies, il est important de préserver et développer les cultures. Les cultures se développent en relation avec le terroir. Et ce terroir-là doit être garanti. D'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 précise bien qu'il est important de maintenir et de protéger ces autochtones. Alors, chez nous, on a dit protection des minorités. C'est de ça qu'il s'agit. Chez nous, on a dit deux choses. Et des minorités et des autochtones, dans notre Constitution, dans le préambule de notre Constitution. Donc, on est bien conscient de ce problème-là. Maintenant, il y a ceux qui veulent le prendre de manière conflictuelle, déplacer ce problème-là avec les problèmes politiques. Au lieu que j'expose des thèses politiques, donc à caractère relativement universel, ou à tout le moins patriotique et nationaliste, je les mélange avec mes aspirations communautaires, tribalistes. Et dès lors que cela a été fait, c'est très vicieux. Parce que lorsqu'un tribaliste attaque, il accuse la partie adverse de tribalisme, mais il s'organise lui-même pour rentrer dans le combat tribal. Et tout le monde se satisfait d'aller dans ce combat-là. Non, l'État doit s'abstraire de cela. L'État doit préserver chacune des communautés, chacune des cultures. Quant à la question des minorités, ce que nous avons l'habitude de dire, c'est que tout le monde est minoritaire quelque part. Personne ne peut vivre en estimant qu'il est toujours majoritaire. Donc tout le monde a besoin de protection au moment où il est minoritaire. Je prends un cas très simple. Si à Douala, dans certains quartiers, les autochtones sont minoritaires, dans d'autres quartiers, les autochtones sont majoritaires. Mais on ne va pas voir la ville de Douala gérée à double vitesse, là où les autochtones sont majoritaires, on le gère d'une certaine manière, là où ils sont minoritaires, non. Il y a des règles, il y a des lois, il y a un certain nombre de dispositions. Il y a la République. Il y a la République. La République, et tout le monde est fils de la République. Donc on ne peut pas jeter l'anathème sur qui que ce soit dès lors qu'il y a la République. Par contre, il y a un certain nombre de droits, il y a un certain nombre, que ce soit des droits historiques, que ce soit des droits traditionnels, qui doivent être respectés dans un ensemble cohérent et qui puissent faire progresser le Cameroun. Jean-Jacques Ekindi, je vais vous faire part maintenant des questions que vous posent les internautes, que vous
ils vous les ont posées. Je vais vous les donner, on va essayer d'y aller assez rapidement parce qu'il y en a un bon paquet. Francis Lekini dit, dans un contexte d'opposition, on est encore dans ce débat-là, autochtone, allogène, dans le littoral notamment, comment parvenir à un consensus politique dans la région? Mais je crois que ce qu'on attend du politique, c'est de trouver des solutions. Quel que soit le problème. C'est l'affaire du politique. C'est l'affaire du politique. Il a le devoir de trouver des solutions. Alors maintenant, quelle solution va trouver? Tout dépend d'un certain nombre de convictions que le politique exprime lui-même, de la situation telle qu'elle est vécue, de ce que les populations sont capables de faire, d'entendre, de réaliser. Bref, c'est une situation relativement comme... Mais la responsabilité, elle est aux politiques. Maintenant, chacun, dans un pays de liberté d'expression, a le droit de présenter des situations qui lui sont avantageuses. Ce n'est pas contre la République de dire que moi, je voudrais avoir plus de terrain que vous. Mais le politique, il juge si ma demande est fondée et si elle peut être mise en pratique sans perturber l'ordre constitutionnel, l'ordre républicain, l'ordre démocratique et la paix sociale. La paix sociale. Et parce que, je rappelle ce que dit souvent Alain avec beaucoup de force, le philosophe, entre la paix et la justice, c'est la paix qui prime. Parce que la justice peut procéder de la paix, mais la paix ne peut pas procéder de la justice. Donc le politique nanti de tout ça doit trouver des solutions. Quand Emmanuel Philibert dit « Que devient le MP après votre départ? Accepteriez-vous d'intégrer un gouvernement ?» Donc, le gouvernement, doit-on systématiquement réprimer les marches en République? On mélange un peu. Bon, non, oui, je crois qu'il y a beaucoup de questions. Je tâcherai d'être très bref. Le MP n'est pas mort. Le MP n'est pas mort. J'ai démissionné du MP. Il se trouve que la pandémie nous pose des problèmes. Parce que le MP doit faire une convention au cours de laquelle, tout à fait officiellement, le MP va élire ses instances dirigeantes, notamment son nouveau coordonnateur. Et puis, je n'aurais plus à en entendre parler. Malheureusement, le Covid-19 fait qu'on attend que les conditions soient favorables. Jean-Jacques Ekindi et le gouvernement? Le gouvernement, je suis du RDPC. Et le président de la République, le parti au pouvoir, c'est le RDPC. Comme on dit, appelé à servir partout où besoin est. Mais je ne peux pas être du RDPC et commencer à déclarer que je ne ferai pas partie du gouvernement si jamais on m'appelle. Si on m'appelle, oui. Si on ne m'appelle pas, ben évidemment, je ne ferai pas partie. Alors, doit-on systématiquement réprimer les marches en République? On revient là au débat sur l'appel à l'insurrection. Voilà, le problème de la répression des marches, c'est un problème d'ordre public. Il faut qu'on préserve l'ordre public. Cela dit, il peut y avoir des agents de l'autorité, des responsables qui n'ont peut-être pas la sensibilité parce que quand on réprime une marche, c'est quand même quelque chose d'assez délicat parce que ceux qui ont appelé à la marche ont appelé des gens, etc. Souvent, il est mieux indiqué de convier le responsable qui a appelé à la marche, de débattre avec lui et lui faire comprendre que l'intérêt de tous est préservé quand il diffère cette marche ou quand il en change le lieu. Mais si on le fait brutalement en disant, écoutez, on envoie la police, peut-être que ce n'est pas le meilleur des moyens. Mais politiquement, toutes les marches ne peuvent pas être autorisées dans aucun pays. Patrick Eveng, un retour au RDPC 30 ans après, n'annonce-t-il pas votre mort politique? Je ne vois pas très bien. Parce que physiquement, vous êtes bien vivant. Hein? Oui, je ne vois pas très bien comment politiquement je vais mourir parce que je suis allé au RDPC. Et je ne vois pas très bien comment, si j'étais resté MP, je serais éternel, je n'aurais pas de mort politique. Non, la mort politique, elle viendra en son temps. Emmanuel Roger Tognet, pensez-vous que vous avez été vraiment remplacé à la tête du RDPC dans le Vouri? On revient un peu sur les années 1980, oui. 90, la grande section RDPC du Vouri. Mais le contexte est très différent. Le contexte est très différent, au moins à deux égards. Le premier, c'est que il y avait comme instance de direction le comité central, bureau politique, président national et les sections. Il n'y avait pas d'instance intermédiaire au niveau régional. Donc, l'impact d'un président... Il n'y avait pas de chef de délégation régionale, départementale. Puisque nous étions de facto, de par les dispositions réglementaires, membres du comité central. Et donc, il y avait une espèce de relation directe
entre l'instance fêtière du parti et les présidents départementaux. Et le deuxième fait qui est également important, c'est que à l'époque, le département représentait la section. Donc, j'étais président du RDPC dans le Bouri. Le Bouri était la plus grande ville du Cameroun. Donc, j'avais, au niveau politique... Donc, vous teniez en réalité tout Douala. Voilà, tout Douala était sous la responsabilité de la section. Or, maintenant, on a créé, je crois, je ne sais pas, peut-être 5, 6, 10, 15, je n'ai pas encore le nombre exact de sections de la Douala. Forcément, chaque président de section est beaucoup moins visible que ne l'était le président de la grande section. Et qui, Zibama, alias Général, quel commentaire faites-vous de la démocratie et des libertés politiques au Cameroun? C'est bien vaste. Hein? Oui, ça c'est très très vaste, mais je voudrais juste indiquer quelques éléments qui doivent nous permettre d'affiner l'analyse. D'affiner l'analyse parce que c'est Montesquieu qui disait que la liberté, c'est le droit de faire ce qu'on doit faire. Il la différenciait de l'indépendance, qui consiste à faire tout ce qu'on veut faire. Et ce que l'on gère, c'est la liberté. Et la liberté, elle est limitée au cadre que lui confère la loi. Alors, souvent... Donc relative. Oui, relative. La confusion veut qu'on estime que quand on m'empêche de faire ce que je veux faire, on me prive de ma liberté. Non. D'ailleurs, je voudrais rappeler que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la fin de l'article 30, il est dit qu'on ne doit pas utiliser ses droits pour précisément défaire ou s'opposer à la mise en mouvement, précisément, soit de la tête d'État, soit des mêmes droits. Autrement dit, on a le droit de s'opposer à la répression, aussi bien en 89 que... Mais cette opposition à la répression, on ne doit pas s'en servir pour créer des phénomènes comme l'insurrection, etc., en disant c'est mon droit d'appeler. Non, je n'ai pas le droit, j'ai la liberté, mais la liberté ne va pas jusqu'à ce que j'appelle à l'insurrection ou que je demande aux gens de prendre des armes. Williams Foucault dit, que pensez-vous du MRC? Le MRC, c'est un parti dont je ne pense pas grand-chose. Je n'ai pas l'habitude de juger ni les gens, ni les organisations. On ne parle pas des contemporains. Donc, je m'arrête là. Le reste, c'est son affaire. Jean-Joseph Danmou, quel successeur avez-vous préparé à la tête du MP? On revient... Je n'ai rien préparé. Ils s'organisent. Ils vont se débrouiller. Ils vont choisir leur leader. Jean-Calvin Michirendi dit, quel conseil pouvez-vous donner à Maurice Kamto qui se met à rêver d'une chasse au lion? Il faudrait bien que vous disiez quelque chose. Mais Maurice Kamto ne m'a pas sollicité pour que je lui donne des conseils. Voilà qu'on me demande des conseils à quelqu'un qui n'en a pas demandé. Bon, non, je crois que tout ce que je peux dire, c'est que Maurice Kamto devra choisir. Soit il fait la politique, soit il fait l'insurrection, la révolution. On ne peut pas faire les deux. Bon. Laure Awanga, quel est le poids des Sawa dans l'environnement politico-socio-économique de Douala? Je constate que, d'ailleurs, vous êtes habillé en bon prince Sawa. Répétez la question. Quel est le poids des Sawa dans l'environnement politico-socio-économique de Douala? C'est bien embarrassant pour vous. Embarrassant, pas tellement. J'ai réfléchi simplement à la manière de le formuler. Lorsqu'on est en société, il y a différents secteurs dans lesquels on intervient. Secteur économique, secteur politique, secteur culturel, et j'en passe, secteur sportif. Que l'on soit Sawa ou pas, il faut travailler à l'excellence dans le secteur dans lequel on est. Autrement dit, si des Sawa, par leur intelligence, leur industrie, leur activité, deviennent des grands hommes d'affaires, c'est bien pour les Sawa. Mais c'est d'abord l'effort de celui qui a fait tous ces sacrifices pour devenir un grand homme d'affaires. L'erreur, c'est de penser qu'on peut, un peu comme la circulaire du RDPC, faire de la distribution.
Bon, il faut des hommes d'affaires, il faut aussi qu'on en ait chez les Sawa, il faut des sportifs pour jouer dans les Lions indomptables, il en faut aussi chez les Sawa. Non, c'est le joueur qui montre son talent qu'on va aligner dans les Lions indomptables. C'est l'administrateur qui prouve son excellence qu'on va mettre comme préfet, etc. Maintenant, si les Sawa s'en réjouissent, et si les Sawa ont contribué à son effort et à son éducation, je prends un exemple. Il y a des élèves très brillants qui sont orphelins, qui n'ont pas les moyens de continuer leurs études. Si les Sawa s'organisent pour faire en sorte qu'ils puissent continuer et que demain ils deviennent brillants, les Sawa n'auront qu'à se réjouir. Mais si les Sawa attendent que les efforts soient individuels et une fois qu'ils sont couronnés de réussite, là on les comptabilise parmi les Sawa qui ont réussi, je pense que ce n'est pas très productif. Alors, quel poids ils ont? Mais ils auront le poids des efforts qu'ils vont conduire. Ce qui est important pour les Sawa, c'est que les obstacles soient enlevés. Qu'on ne puisse pas être interdit de jouer dans les Lions indomptables parce qu'on est Sawa et que celui qui entraîne n'est pas Sawa. Qu'on ne soit pas interdit d'émerger dans les affaires parce qu'on est Sawa et que toutes les instances récusent les Sawa. Ça, c'est un boulot de fond pour les Sawa. Mais pour le reste, pour le poids, ça dépendra de ce que les enfants... Une dernière question d'internaute. Janvier Pensi, quel souvenir voulez-vous qu'on garde de vous? On a l'impression qu'il vous enterre déjà. Oui, je ne suis pas encore mort. Je ne suis pas encore mort. Non, je crois que j'ai été à l'UNEC. J'ai flirté un peu avec le RDPC. UNEC avec K, là. Avec K. Avec K. Union nationale des étudiants camerounais avec K. Avec K. J'ai flirté un peu avec l'UPC à l'époque où Ngri Massaga était président du comité révolutionnaire. Je suis revenu au Cameroun, je suis entré au RDPC, j'ai quitté le RDPC, je suis entré, j'ai créé le MP, j'ai quitté le MP, je reviens au RDPC. Mais je pense que mon unité fondamentale reste la même. Donc c'est pas que je veux qu'on en garde ou qu'on n'en garde pas, mais partout, j'ai essayé d'être sincère, de prendre le temps de me consacrer à la résolution des problèmes qui m'a semblé importants pour mon pays, et surtout de rechercher des solutions. Ce qu'on gardera de moi, je suis intimement convaincu que si, dans le domaine des idées, si dans le domaine de la conduite des affaires politiques, si dans le leadership, j'arrive à solutionner un certain nombre de problèmes, les gens garderont un souvenir de moi. Si je n'y arrive pas, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles je suis déjà arrivé à imprimer ma marque, partout où je suis passé. Jusqu'à présent, quand vous parlez de Jean-Jacques Kindi à la section départementale du Voré, les gens s'en souviennent. Ce n'est pas que je veux qu'ils se souviennent de telle chose, mais partout où je suis appelé à œuvrer, j'essaie de faire le mieux que je peux pour mon pays. Un grand merci à Elvis Mbimba qui a compilé ces questions posées par les internautes. Rendez-vous pris pour dimanche prochain avec d'autres internautes. En attendant, voici la troisième halte de cette émission. On prépare la rentrée scolaire alors que la lutte contre le coronavirus se poursuit. Voici la semaine politique de Rodrigue, la semaine sociale de Rodrigue Bertrand-Thionou. À un peu plus de 2 semaines de la rentrée scolaire, les préparatifs ont gagné légèrement en intensité cette semaine avec de bonnes nouvelles du côté des fournitures scolaires. Plus de 80% des livres inscrits au programme sont disponibles dans les librairies où parents et élèves se présentent déjà. Nous avons 90% des livres disponibles, en dehors de quelques titres qui tardent encore à sortir. Et dans nos rayons, dans nos réserves, on a des quantités suffisantes pour satisfaire la demande. Je suis au supermarché avec maman et parce que j'ai acheté tous mes livres, il me reste seulement un. J'ai trouvé la totalité des livres que je suis venu chercher pour la scolarité de mes enfants. Et je suis globalement satisfait. Seuls sont attendus les livres dont les éditeurs sont situés au-delà des frontières nationales. Dans la région du Nord-Ouest, les autorités administratives font des pieds et des mains pour que les établissements scolaires, pour la plupart sinistrés, rouvrent leurs portes. Elles n'hésitent pas à aller à la rencontre des populations pour réitérer leur engagement. Dans la région du Sud-Ouest aussi, l'on se prépare avec ici, parmi les parents, certains qui ont une astuce pour éviter la pression des préparatifs. J'ai commencé à préparer la rentrée depuis la fin de l'année scolaire précédente.
fait petit à petit. À la fin de chaque mois, j'achetais des cahiers, des bics, dont la rentrée scolaire ne me surprend pas. Ces préparatifs sont influencés par la Covid-19. Nonobstant les bonnes statistiques communiquées cette semaine par le gouvernement 6 mois après la mise en place de la riposte. 94,12% de taux de guérison, 2,08% de taux de létalité. Le coronavirus est donc sous contrôle, mais il faut rester vigilant. Par ailleurs, si l'on en croit les pronostics des spécialistes en la matière, la pandémie du coronavirus est peut-être appelée à s'inscrire dans la durée. Une éventualité qui, de plus en plus prégnante, invite par conséquent toutes les nations à se préparer à une cohabitation dont personne à ce stade ne saurait guère évaluer ou estimer la durée. Parlant de vigilance, c'est une attitude qu'adopte le ministère des Travaux publics sur la nationale numéro 3 qui relie la capitale politique et la capitale économique. Après des rumeurs de risque d'effondrement du pont sur la Sanaga, une mission a été dépêchée sur le terrain pour une auscultation. Il y a juste les accès du pont, la chaussée d'accès qui a connu des dégradations du fait du freinage fréquent des véhicules. Et donc ce freinage a entraîné des nids de poules, la création de nids de poules, de bourrelets. Comme il y a un dos d'âne, ce qui amène les véhicules à ralentir. Et lorsque les véhicules ralentissent après une accélération, ça crée des efforts qui tendent à entraîner ces dégradations-là. Il n'y a pas de problème. La circulation se poursuit donc sereinement entre Douala et Yaoundé. Yaoundé, où a eu lieu cette semaine un conseil de communauté qui a réuni autour du maire de la capitale les grands conseillers. Objectif, offrir à Yaoundé un visage plus reluisant dans la perspective de l'accueil des grandes compétitions sportives annoncées. À ce sujet, la direction du bon ordre urbain sera dotée de moyens logistiques et humains pour tordre le cou au désordre urbain. Parlant de moyens, l'hôpital central de Maroua en a désormais pour prendre efficacement en charge les fistules obstétricales. Son centre de prise en charge de routine a ouvert ses portes cette semaine et pour cette entrée en scène, une dizaine de femmes âgées de 17 à 50 ans ont été gracieusement opérées. Nous le sommes également pour vous, Epiphanie. Voilà la semaine sociale telle que vue par la rédaction Centrale TV de la CRTV. Retour sur ce plateau avec notre invité Jean-Jacques Ekindi pour ce qui va constituer la dernière ligne droite de notre entretien. Alors, Jean-Jacques Ekindi, retour au RDPC, nouveau militant du RDPC, ancien nouveau, je devrais dire. En réalité, qui a besoin de l'autre? Le RDPC ou vous? Le RDPC, pour fonctionner comme il fonctionne, il n'a pas besoin de moi. Et il a fonctionné comme ça depuis qu'il a été créé en 1986 et l'UNC pareillement. Par contre, s'il veut fonctionner différemment, peut-être qu'il peut avoir besoin de moi. Mais moi, j'ai besoin du RDPC pour exprimer ce que je souhaite, les chantiers dans lesquels je souhaite m'intégrer, m'investir, parce que c'est le RDPC qui en a les clés, c'est lui qui les compose. Donc, de ce point de vue-là, mais ce n'est pas non plus un besoin vital. Je peux parfaitement vivre sans le RDPC. Est-ce qu'on a l'impression que les choses des années 90 n'ont pas véritablement été oubliées au sein du parti par rapport à vous? J'espère que non. Dans les années 90, vous n'étiez pas vraiment amis. Disons que dans les années 90, il y avait deux camps. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec les théories des contraires, etc., les contradictions. J'avais un camp dans lequel j'étais complètement intégré, notamment la base, quand j'appelais une manifestation, les gens sautaient par centaines, etc. Et j'avais un camp qui n'acceptait pas facilement cette manière de faire. Je vais vous donner juste une petite... Quand j'ai été président du RDPC d'Algourie, j'ai estimé que la vie intellectuelle n'irriguait pas notre parti. Et j'ai décidé de créer des conférences de cadres intellectuels dans le bois. J'ai rencontré une opposition frontale du gouverneur de l'époque, Luc Loé, qui s'appuyait sur des hiérarques, c'est-à-dire les Singakwa, les Dumba, qui ne voulaient pas que cela ait lieu. Donc vous voyez bien que d'un côté, il y en avait qui ne souhaitent pas que je conduise la politique comme je le faisais, et d'autres qui approuvaient. J'imagine que ce sera la même chose. Ici, quand je viens dans le RDPC, j'aurai certainement des amis
avec lesquels je pourrais travailler. D'ailleurs, quand on a cru que j'allais pouvoir être candidat à l'élection régionale, beaucoup de gens sont venus me voir pour dire qu'ils veulent être sur ma liste. Vous sentez que vous avez encore des amis dans ce parti-là? Oh, j'en ai beaucoup. En tout cas... Des amis parmi les hiérarques, pas au niveau de la base. Parmi les hiérarques, en tout cas, beaucoup me professent leur amitié. Mais vous savez également qu'il y en a qui considèrent que la politique est un jeu, un poker menteur. Mais je ne veux pas considérer ça. Je crois qu'il y a des gens qui pensent qu'en travaillant avec moi, on sera mieux armé pour résoudre un certain nombre de problèmes. Il y en a d'autres qui, par contre, prennent ombrage de ce que je puisse venir peut-être me perturber leur gari. Bon, mais c'est dans l'ordre des choses, c'est normal. Une dernière question à propos, vous, je le rappelle encore, vous êtes de Douala, vous sortez de Douala, vous êtes parti de Douala pour venir prendre part. De Douala. Absolument. Et lorsqu'on dit dans ce Cameroun d'aujourd'hui le tribalisme, parce qu'on en parle beaucoup, est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur de ce mot-là? Moi, ma conviction profonde, c'est que le tribalisme se développe face à la déficience du politique. Le tribalisme se développe parce que les solutions des problèmes du Cameroun, notamment la protection et le développement des individus et des communautés, ils ne le ressentent pas dans la gestion de l'État. Alors chacun se replie dans sa communauté, c'est ce qu'on appelle le repli identitaire, en disant, bon, quand je suis avec les miens, je serai mieux défendu. Mais si le jour où l'État, le gouvernement et toutes ces institutions seront à nouveau en odeur de sainteté, le jour où les gens seront convaincus que ma solution, je vais la trouver dans le sein au niveau de l'État, les choses iront très bien. Je prends un exemple, beaucoup d'élèves de bacheliers sont habités par l'idée que pour rentrer à l'ENAM, il faut non seulement payer de l'argent, mais également avoir des sponsors. Alors, quand vous avez cette idée, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher des sponsors dans votre tribu. Et si vous y accédez, vous êtes prisonnier du camp de votre tribu. Mais le jour où on dira non, pour entrer à l'ENAM, il suffit simplement d'être brillant, de passer brillamment son concours, et on est assuré d'y entrer, vous verrez que toutes ces pratiques tribalistes vont progressivement s'effacer. Mais on a encore du chemin à faire pour arriver à un État aussi efficient. C'est pour ça que je suis dans le RDPC, pour essayer d'aider. Pour sortir véritablement, RDPC désormais, j'allais dire pour toujours, Jean-Jacques Ekindi, vous avez 75 ans. Oui, j'ai 75 ans. Mais le RDPC, tant qu'il pourra être un espace dans lequel on pourra œuvrer pour faire avancer le Cameroun, j'y serai. Mais si d'aventure il y a des entourloupes et que le RDPC n'est plus en mesure de jouer son rôle, parce que beaucoup de gens rattachent le RDPC à M. Paul Biya. Non, M. Paul Biya est le militant du RDPC. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, il y aura même un jour où il ne sera plus là, mais le RDPC va continuer. Et personne ne sait de quoi ce RDPC-là sera capable. C'est la raison pour laquelle on est obligé d'avoir un certain nombre de réserves. On fera tout pour que le RDPC soit le plus efficient possible, mais s'il devient absolument inefficace, ce que je ne crois pas, bon, les gens seront libres. C'est un peu comme dans le football, le mercato. On bouge, hein? On bouge en fonction des perspectives que les clubs nous offrent. Sauf que nous sommes quand même Certains parlent de projet. Jean-Jacques Ekindi, vous étiez l'invité d'Actualité Hebdo ce dimanche et merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie et je salue les téléspectateurs. J'espère qu'ils auront passé un agréable moment. C'était un plaisir. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Une réalisation signée Jean-Claude Papal. Bonsoir, bonne semaine, à dimanche.